Bonjour tout le monde, merci d'être là pour cette petite conférence. L'objectif, ça va être de vous présenter les résultats d'une étude qu'on a fait en milieu scolaire sur le système vestibulaire, l'équilibre en lien avec les apprentissages. Alors ce que je vais vous demander juste avant de commencer, ça va être de vous mettre debout s'il vous plaît. Je vais vous demander de vous mettre debout, de vous tester votre équilibre. Ce qu'on va faire, c'est on va mettre les pieds joints. Vous allez croiser les bras au niveau des épaules. Et vous allez fixer un point devant vous. Si c'est facile, vous allez juste fermer les yeux. Si là ça commence à être compliqué, vous restez dans cette situation-là ou vous revenez dans celle d'avant. Et si c'est toujours facile, vous allez juste lever un pied. Si vous trébuchez, vous avez le droit de rouvrir les yeux. Ok, là en fonction de là où vous en êtes et des difficultés que vous avez eues, si par exemple quand vous étiez debout sur une jambe avec les yeux fermés et que c'était compliqué, on va revenir juste les deux pieds joints, les yeux fermés. Et ce que je vais vous demander pour la dernière étape, ça va être de venir rapidement tourner la tête. Vous allez tourner la tête rapidement sur le côté et vous allez rester 3 secondes. On tourne rapidement la tête juste d'un côté. Ouais. On ne bouge pas trop la tête, juste tourner la tête rapidement d'un côté, on reste 3 secondes, on revient tout doucement au milieu et on tourne rapidement la tête de l'autre côté. Ok, j'arrête le supplice, vous pouvez vous rasseoir et je vous remercie. Qui c'est qui a rencontré des petites difficultés? Vous pouvez lever la main. Je vous ai vu de toute façon. Ok. Alors la première question que je vais vous poser, c'est à quoi sert l'équilibre finalement? Est-ce que quelqu'un peut me dire rapidement à quoi sert l'équilibre? Pardon? À éviter de tomber, oui, entre autres. Ok. On va le redéfinir un petit peu plus tard. Moi, ce que je me suis aperçu par ma pratique, alors je ne suis pas kiné, à la base je suis préparateur physique. Et je travaille beaucoup avec des athlètes de plus ou moins bon niveau, des athlètes lambda ou des athlètes sportifs professionnels. Et ces athlètes, des fois, ils avaient des problématiques d'équilibre ou de coordination. Et à un moment, il y a 1, 2, 3 athlètes qui m'ont dit « Ça, c'est marrant parce que mon enfant, lui aussi, il rencontre les mêmes problématiques que moi, des problèmes d'équilibre, des problèmes de coordination. » Alors j'ai commencé à faire des bilans sur ces enfants-là, pour tester leur équilibre. Alors au début, je n'aimais pas trop travailler avec les enfants, c'était il y a plus de 10 ans, je n'étais pas papa et j'avais vraiment pas envie de voir un enfant. Et finalement, maintenant je préfère travailler avec les enfants, je trouve qu'ils sont un peu plus rigoureux. Et je m'apercevais d'une chose, que oui, effectivement, les enfants, ils avaient pas mal de problèmes d'équilibre, de coordination. Et ce que je m'apercevais, c'était plus les problèmes d'équilibre ou de coordination étaient élevés, et plus ces enfants rencontraient des problématiques au niveau scolaire. On retrouvait des problématiques au niveau de la lecture, des problématiques au niveau de l'écriture, des problématiques au niveau de la concentration en classe. Alors je suis allé chercher quelques chiffres. Des chiffres que vous pouvez trouver sur les sites gouvernementaux. Ces chiffres me disent qu'il y a une prévalence de troubles 10 chez les enfants scolarisés de 5 à 7%. Alors je sais, on ne dit plus troubles 10. Et bien sûr, je mets dans le panier tout ce qui est dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, dyspraxie. Il y a des nouveaux termes, mais si je vous dis 10, vous savez tous de quoi je parle à peu près. Si on inclut les difficultés d'apprentissage à l'école, on n'est plus à 5-7% des enfants, mais on monte à 15-20% des enfants qui ont des problèmes au niveau de leur scolarité. Donc lecture, écriture, etc. Coordination, troubles moteurs. Si on va discuter avec des ergothérapeutes, des psychomotriciens ou avec des professeurs des écoles, ils vont vous dire qu'il y a encore bien plus que 15-20% de problématiques dans leur classe. En tout cas, il y a un chiffre, moi, qui m'a interpellé, c'est que 74% des enfants qui ont des difficultés de lecture en CE1, pardon, ils vont garder ces difficultés de lecture jusqu'en 3e. Donc ça veut dire que s'il y a une difficulté en école primaire, il ne faut pas attendre qu'il ait la chance peut-être de faire mieux dans quelques années. Il y a très peu de chances qu'il s'améliore. Alors on va revenir sur l'équilibre. À quoi ça sert exactement? L'équilibre, comme on l'a dit tout à l'heure, ça sert à éviter de chuter. L'équilibre,
C'est géré grandement aussi par l'oreille interne. Il y a les canaux vestibulaires qui vont projeter sur les noyaux vestibulaires dans le tronc cérébral. Alors le système vestibulaire, c'est un petit peu le niveau à bulle de notre corps humain. Si maintenant je commence à courir, à bouger, à changer de direction, c'est lui qui va me permettre de me stabiliser. Mais pas que. On sait aussi que les noyaux vestibulaires vont projeter sur les extenseurs au niveau du corps. Donc ça va venir maîtriser la position de mes cervicales, de mon dos. Et le dos va aussi envoyer des informations au système vestibulaire sur la position, sur les problématiques que je peux avoir. Ce qu'on sait un petit peu moins, parce que là on connaît tous les avantages d'entraîner son équilibre pour sa posture. Mais ce qu'on sait un peu moins, c'est l'impact du système vestibulaire avec l'état émotionnel. On sait par exemple que si mon système vestibulaire est défaillant, je peux avoir des problématiques de stress et d'anxiété. Et l'inverse est également vrai. On a remarqué que les personnes qui avaient des problématiques de stress, d'anxiété, avaient également des problématiques au niveau du système vestibulaire. Moi, je me rappelle d'un de mes collègues qui, lui, il est coach sportif, il bosse un peu dans l'éducation thérapeutique et il donne des cours de boxe thérapie. De cours de boxe thérapie qui sont à destination de personnes qui ont été victimes de violences conjugales ou d'agressions sexuelles. Donc des personnes qui ont connu des gros traumas physiques, émotionnels ou des syndromes de stress post-traumatique. Et il me faisait la réflexion, il y a quelques années, toutes les personnes que j'ai en séance, à partir du moment où commence un échauffement, elles perdent tout l'équilibre. Il n'y en a aucune qui a de l'équilibre. Troisième chose qu'on sait un petit peu moins sur le système vestibulaire, c'est l'impact du système vestibulaire avec les compétences cognitives. Ça vous parle? Les compétences cognitives, concentration, mémoire, attention, tout ce qu'il faudrait pour être productif au travail ou à l'école. Alors je vous ai trouvé quelques études, vous en trouverez bien plus sur les différents moteurs de recherche que vous connaissez. Mais je me suis vraiment intéressé à cette problématique entre le système vestibulaire et les compétences académiques. On voit qu'il y a vraiment un lien fort entre le système vestibulaire et les fonctions cognitives. Et en plus de ça, il y a une étude qui est intéressante. Ils sont allés tester des enfants en milieu scolaire, des enfants qui avaient des difficultés à l'école, et ils sont venus tester les différentes fonctions vestibulaires, donc avec des outils de mesure. Et on remarque que les enfants qui ont des difficultés scolaires montrent des dysfonctions vestibulaires. Alors je trouvais ça déjà intéressant, ça me permettait de corréler ce que moi j'observais sur le terrain, mais au-delà de ça, il y a un outil que moi j'aime bien utiliser dans mon quotidien, ce sont les réflexes archaïques. Vous connaissez les réflexes archaïques? Ok. Les réflexes archaïques, la seule problématique, c'est que ça manque encore de littérature. Si on cherche bien le terme réflexe archaïque, réflexe primitif ou certains réflexes, on arrive à trouver une centaine d'études, mais je me disais, ça mérite encore d'être creusé un petit peu. Au niveau des réflexes archaïques, ce qu'on trouve, c'est 98 enfants de 8 à 11 ans qui ont été répartis dans 3 groupes distincts. Ils sont allés étudier un réflexe archaïque qui s'appelle le réflexe tonique asymétrique du cou. C'est un réflexe, on se met pieds joints, la personne a les bras tendus, on tourne la tête et on regarde s'il y a des mouvements au niveau des bras ou s'il y a des déséquilibres. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les enfants du groupe d'intervention ont connu une amélioration par rapport aux autres groupes, en travaillant sur leurs compétences autour de ce réflexe tonique asymétrique du cou, qui est un réflexe vestibulaire. Une autre étude nous montre 739 enfants âgés de 7 à 9 ans, et là il nous montre que la persistance de ce réflexe tonique asymétrique du cou est un prédicteur des acquis en lecture et en orthographe. Donc je trouve ça quand même assez intéressant parce que ça venait corroborer ce que moi je remarquais sur le terrain avec les enfants que je suivais. Et du coup, l'objectif, comme je suis un éternel curieux, c'était d'aller vérifier cette hypothèse sur le terrain entre le système vestibulaire et les apprentissages scolaires dans un milieu scolaire. Alors le contexte, on a fait une étude dans un tout petit village rural en Moselle de 449 habitants. Il y a 2 classes. Il y a les CP et les CE1 qui sont répartis dans la même classe et une classe de CE2. En tout, ils sont 36 enfants. Cette école, elle adopte une pédagogie dite flexible. Est-ce que ça vous parle, la pédagogie flexible? Moyen. Je vais essayer de vous l'exprimer rapidement, parce que c'est tout un schmilblick. La pédagogie flexible, la première fois où je suis rentré dans cette école, déjà je me suis aperçu d'une chose, c'est que les tables, elles ne sont pas comme moi je les ai connues quand j'étais enfant.
toutes les unes derrière les autres. Il y avait des tables en U. Jusque-là, il n'y a rien de révolutionnaire. Mais les enfants, des fois, ils se mettaient autour de la table, en U. Des fois, il y a des enfants qui étaient par terre, assis, mais qui ne faisaient pas le bazar. Il y a un cadre pédagogique. Il y avait des petites tables avec des chaises autour, comme on peut voir en maternelle, alors qu'on est sur des enfants d'école élémentaire. Et il y avait des canapés, des petites chaises Ikea. Vous connaissez le Pong chez Ikea, cette célèbre chaise à bascule. Il y avait la même chose pour les enfants. Et sur la porte de la salle de classe, il y avait des noms. Les enfants étaient répartis par groupe de 2 ou de 3. Et en fin de compte, les enfants, toute la journée, ils font un circuit training. Un circuit training de l'apprentissage. Dylan et Brandon, à 8h30, quand ils commencent l'école, ils ont lecture. Ils font leur lecture. Pendant ce temps, Brigitte et Geneviève, j'ai mal choisi les prénoms, c'est peut-être pas adapté à la jeunesse actuelle, ils ont, eux, orthographe. Et puis les autres, ils ont art plastique. Enfin, vous avez compris, toutes les matières qu'ils vont faire dans la journée, ils vont les faire en circuit training. Les enfants, ils sont par groupe de 2 ou 3 et ils vont alterner toutes les 30 à 40 minutes. Alors moi, je vois ça, je me dis, mais à la maîtresse, déjà, comment on fait pour évaluer la connaissance de chaque enfant? Et donc la maîtresse me prend l'exemple des poésies. Au programme scolaire, il y a 8 poésies à apprendre dans l'année. Okay, c'est à peu près ce que... Vous avez des enfants? C'est à peu près ce que vos enfants ils doivent ramener de l'école. 8 poésies à apprendre. Et bien, dans cette classe, les maîtresses, elles ont conçu un petit carnet de 30 poésies qui sont cotées avec des étoiles. Donc les poésies qui sont très complexes, il y a 10 étoiles. Les poésies très simples, il y a 2 étoiles. Les enfants, ils doivent écrire la poésie, faire un dessin et la réciter à la maîtresse. En fonction de ça, ils gagnent des étoiles. Et comme il y a un processus de gamification qui est mis en place, les enfants, ils ont fait bien plus de 8 poésies dans l'année. Et au niveau de l'orthographe, de la grammaire, du calcul, c'est exactement la même chose. Les enfants, ils ont des petits livrets que les maîtresses ont faits. Donc, si les maîtresses nous regardent un jour, bravo, parce que ça leur demande beaucoup de travail. Elles ont fait des petits livrets. Et par exemple, pour l'orthographe, il y a le petit livret du judoka. Donc, le petit judoka, il commence en année de CE1, il est ceinture blanche. Et au fur et à mesure de son année, il va passer des ceintures jaune, orange, vert, bleu, etc. Et à la fin de l'année, s'ils arrivent à la fin du carnet, qu'ils sont ceinture noire, ils sont déjà au-delà du programme scolaire. Et donc ça permet aux maîtresses de voir qui c'est qui est en retard, qui c'est qui a de l'avance, etc. Et ce processus de gamification, ça permet d'aider les jeunes à mieux se mettre dans le travail. Et comme ils sont par groupe de 2 ou 3, alors 3 quand il y en a un qui a une grosse difficulté d'apprentissage, chaque élève s'entraide. Et il n'y a pas de bazar en classe, alors que les enfants sont constamment en mouvement. Donc la maîtresse, gros travail, parce qu'elle est centrale et en même temps elle doit corriger de l'orthographe, écouter une dictée, corriger les calculs, etc. Mais en attendant, c'est une pédagogie qui fait son effet. À titre d'exemple, cette maîtresse est cette classe est un peu une référence dans notre territoire. Et il y a des enfants qui sont connus pour avoir des grosses problématiques, notamment des spectres autistiques, qui ont vraiment des grosses problématiques de sociabilisation et qui n'arrivaient pas à être scolarisés. Depuis qu'ils sont entrés dans cette classe avec ces maîtresses-là et cette pédagogie-là, ils arrivent à tenir l'école toute l'année, sans absentéisme. Donc c'est une pédagogie qui peut faire ses preuves. Il y a un autre contexte qui est assez particulier, c'est que chaque année, comme c'est une école rurale, un regroupement de 3 communes, tous les ans, il y a une menace de fermeture des classes. Donc cette école, elle a fait un petit peu la une des journaux télévisés, surtout en 2024, parce qu'ils avaient inscrit 4 moutons, non prénoms des moutons, ils les avaient inscrits à l'éducation nationale, et les moutons avaient passé la journée avec les élèves. Donc ça avait fait un peu rire tous les journaux télévisés, et donc l'école était un petit peu réputée dans notre secteur pour ça. Malheureusement, l'année où on a fait l'étude, il y a une classe qui a fermé. Bon, logiquement, les enfants n'étaient pas vraiment impactés par ce contexte-là. Alors le protocole, il s'est lancé l'été 2024. On a contacté le comité d'éthique. Si vous avez déjà fait des études, vous connaissez la démarche. On a contacté l'éducation nationale, comme on intervenait en classe. Et comme ils sont assez rapides, on a eu la réponse quelques mois plus tard. Donc juste avant décembre. On a fait une réunion avec les parents qui donnaient tous leur accord parce qu'ils étaient bien contents que peut-être on puisse apporter une quelconque solution. Et le comité d'éthique et l'éducation nationale nous ont fait un petit cadeau de Noël. Ils nous ont dit, bon ben voilà, vous allez pouvoir commencer l'étude, on valide, et c'était juste avant les vacances de Noël. Nous, ça ne nous arrangeait pas forcément, parce que la plupart des études qui ont été faites en milieu scolaire avec des enfants sur des suivis, c'était au minimum 12 semaines. Donc, nous, ça ne nous arrangeait pas que les retours soient à cette période-là, parce qu'avec le contexte du calendrier scolaire dans la zone B,
on n'avait que 5 semaines de travail avec les enfants pour voir un éventuel avant-après. Donc on a fait 3 cycles de travail. Le premier cycle, c'était du 6 janvier au 7 février, 5 semaines. Ils étaient bien en forme, ils revenaient des vacances de Noël. Ensuite, on a fait un cycle après les vacances de Pâques, du 22 avril au 23 mai. Le troisième cycle, il a été collé au deuxième cycle. On a mis en place plusieurs tests. Les tests étaient effectués dans une salle qui était attenante à l'école, une salle de danse. Les enfants, ils étaient pris par groupe de 3. Ils attendaient dans un vestiaire pendant qu'il y en ait un qui passe. Comme ça, ils sont dans un contexte où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de distraction. On les a fait marcher sur une bande de 5 mètres de long et 10 cm de large. L'objectif, c'était de ne pas dépasser le pied en dehors de la bande et d'éviter d'être déséquilibré. Et devaient marcher à un rythme normal. On a testé 4 réflexes archaïques, le réflexe de Moreau, le réflexe tonique labyrinthique, le réflexe tonique asymétrique du cou que je vous ai expliqué tantôt, et le réflexe tonique symétrique du cou. Ce sont des réflexes qui ont tous les 4 comme système sensoriel dominant le système vestibulaire. Je vous les ferai tester après, je vous en ferai tester un ou deux après, comme ça vous pourrez vous mettre dans la peau de ces petits-enfants. Une fois qu'ils avaient fait les tests, ils repassaient devant les maîtresses qui leur faisaient faire un test graphique à l'écrit. Il fallait reproduire des formes géométriques. Il y avait des ronds, des carrés, des cercles, des triangles, des plus, des fois. Et il y avait un test de fluence. Le test de fluence, pour ceux qui ont des enfants, ils le font à l'école. C'est un test de l'éducation nationale. 3 fois par an, les enfants sont testés au niveau de la fluence. C'est la capacité en 1 minute de lire un maximum de mots de manière fluide sur un texte sans faire d'erreur. Alors je vais vous demander de vous lever et de vous mettre par deux. Et on va tester déjà le réflexe tonique asymétrique du cou. Vous allez vous mettre avec la personne la plus proche de vous. L'idéal, c'est peut-être de se retirer des chaises, parce que sinon ça va être compliqué. C'est bien, en même temps, les gens se saluent. Il va y avoir un testeur et un testé. Le testé, il va se mettre quasiment dans la même position que quand on a fait les tests d'équilibre tout à l'heure. Les 2 pieds joints et les bras tendus devant soi. Les bras, ils sont juste légèrement relâchés et les mains relâchées. Le testeur, il va venir derrière. Alors les pieds sont joints pour cette composante vestibulaire. Super. Le testeur, il vient derrière. Le testé, il va fermer les yeux. Et le testé, il va se laisser faire. Le testeur, il va mettre ses mains au niveau de la tête. Et il va tourner la tête vers la droite. Et on va rester pendant 3 à 5 secondes vers la droite. Ensuite, on va revenir doucement au milieu. Et on va tourner la tête vers la gauche. Et on va rester 3 à 5 secondes. Et ce qu'on va observer, c'est est-ce qu'il y a des mouvements des bras, est-ce qu'il y a des déséquilibres, etc. Ok, on pourrait faire la même chose sur un deuxième niveau en accélérant la vitesse de la tête pour venir un peu plus stimuler ce canal semi-circulaire droit, horizontal, au niveau du système vestibulaire. Alors vous pouvez le refaire, la même chose, mais en accélérant un petit peu. Et on reste toujours 3 à 5 secondes sur le côté. Ok. Et une fois que c'est fait, vous pouvez inverser. Le testeur devient testé, le testé devient testeur. Donc, au niveau du protocole, les pieds joints, les bras tendus droit devant soi, on relâche légèrement les coudes et les mains, on ferme les yeux, on tourne la tête doucement vers la droite, on reste 3 à 5 secondes, ensuite doucement vers la gauche, et ensuite on pourra le faire avec une petite accélération. On reste 3 à 5 secondes, et on revient. Et donc là, on regarde, est-ce que les bras ont bougé? Est-ce que la personne a eu un léger déséquilibre ou un gros déséquilibre? Une fois que vous avez testé, je vous invite à vous rasseoir. Et je vous remercie pour ce moment de test. Et là, vous pouvez voir sur la photo, sur le PowerPoint, que la petite fille, quand on a tourné la tête, elle a bougé les bras. Donc ce qu'on regarde, c'est l'angulation
0 degrés, 15 degrés, 45 degrés, 90 degrés, et il y a une cotation. Donc toute cette cotation est normée sur tous les réflexes archaïques qu'on a testés. Ce que nous montrent les tests, une fois qu'on a reçu les différentes analyses, c'est déjà que 100% des enfants répondaient positif sur l'ensemble des tests vestibulaires. Il n'y en a pas un qui n'avait pas ne serait-ce qu'un léger déficit vestibulaire. Et deuxième chose qu'on remarquait, c'est que plus le déficit vestibulaire était élevé, plus il y avait de déséquilibre et plus les enfants avaient des problématiques de lecture et d'écriture. Donc on commençait déjà à voir ce que les précédentes études nous avaient montré, qu'effectivement, plus il y a de problématiques d'équilibre et plus il va y avoir de problématiques au niveau de la lecture et de l'écriture chez l'enfant. Ce qui est assez intéressant, c'est que les tests nous montrent aussi des tendances entre ces réflexes archaïques et les différentes composantes. Par exemple, le réflexe tonique labyrinthique, donc là on teste les canaux en fin de compte postérieurs et antérieurs au niveau du système vestibulaire, vont nous montrer une tendance avec le test de la marche en équilibre. Donc il peut y avoir une corrélation entre la marche et ce réflexe tonique labyrinthique. Au niveau du réflexe de Moreau, on va avoir une tendance aussi sur l'écriture. Donc plus le réflexe de Moreau va être dégradé, et plus il risque d'y avoir de problématiques au niveau de l'écriture. Et par contre, il y a vraiment un résultat qui est fortement significatif. C'est ce fameux réflexe tonique asymétrique du cou dont on a parlé tout à l'heure et que vous avez testé avec le test de fluence de lecture. Donc plus ce réflexe archaïque était positif, et plus les enfants avaient des difficultés au niveau de la lecture. Alors on leur a fait faire plusieurs types d'exercices. Toutes les 2 semaines, ils changeaient d'exercice. Donc les 2 premières semaines, ils ont eu des exercices qui sont liés à la neurologie fonctionnelle et surtout parasympathique, calmer le système vestibulaire et après activer le système vestibulaire au fur et à mesure des cycles. Donc ça pendant 2 semaines. Ensuite, pendant 2 semaines, ils avaient un petit peu plus d'activation vestibulaire. Et la dernière semaine, des exercices vestibulaires en mouvement. Ce qu'on remarque au niveau des résultats, c'est qu'après le cycle 1, il y a déjà eu une réduction des erreurs de lecture. Le cycle 1 et le cycle 3 nous ont montré une forte baisse au niveau des pourcentages de réflexes archaïques qui étaient actifs. Donc ça veut dire que si les enfants ils étaient cotés à 3-4, on commençait à descendre à 1, 2, etc. Ce qui était assez intéressant, c'est qu'on remarquait que les acquis que les enfants ont eus au niveau de la lecture, de l'écriture et des réflexes archaïques au cycle 1 n'ont pas bougé au début du cycle 2. Parce que les enfants étaient testés au début et à la fin de chaque cycle. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on a travaillé une compétence avec eux, 10 semaines après, ils continuaient à garder les bienfaits de cette compétence développée. Et le cycle 2 et le cycle 3 accolés, donc on a eu 10 semaines de travail collé, où les 5 dernières semaines, c'était essentiellement du travail lié au système vestibulaire. Ils ont eu une amélioration qui était significative de la marche, de la fluence et du graphisme. Donc on s'aperçoit que 10 semaines de travail de suite avec un enfant, ciblé particulièrement les 5 dernières semaines sur le système vestibulaire, permet d'améliorer des compétences motrices, mais aussi des compétences académiques. Alors je vais vous parler quand même des partenaires autour de cette étude. Donc il y a moi-même, Adrien Chartier. Je ne me suis pas présenté, mais vous inquiétez pas, je vais me présenter à la fin. Il y avait l'université STAPS de Franche-Comté, représentée par le docteur Julie Bastière. Julie Bastière, c'est la première française et la première au monde à sortir des études sur les réflexes archaïques dans le milieu du sport professionnel. Il n'existait aucune étude de qualité sur les réflexes archaïques et le milieu sportif. Les maîtresses Julie Burkel et Julie Le Tondor, l'Académie de Nancy-Metz pour sa gentille participation, et l'association Typique Atypique. L'association Typique Atypique, c'est une association qui vise à informer, aider toutes les personnes qui sont actrices dans le milieu des troubles neurodéveloppementaux, qui soient concernés ou qui soient aidants. Cette association, en fin de compte, elle nous a mis en relation. J'étais intervenu comme conférencier pour cette association et la maîtresse directrice de l'école, Julie Burkel, fait partie de l'association. Et quand elle a entendu les possibles liens qu'on pouvait faire, les hypothèses qu'on pouvait avoir autour de l'équilibre et des problématiques d'apprentissage, elle est venue me voir et elle m'a dit ça serait sympa de pouvoir tester en classe ce que ça donne, parce que chez moi, j'ai plus de 50% des élèves dans ma classe qui ont des problèmes
de motricité, de coordination, d'écriture ou de lecture. Donc je finis vers les présentations. Donc je m'appelle Adrien Chartier. Moi là-bas, je suis préparateur physique depuis 2004. Je me suis spécialisé dans les troubles de la motricité et des apprentissages depuis un peu plus de 10 ans. J'ai été conseiller technique national pour une fédération sportive et je fais essentiellement maintenant des suivis, des bilans avec des enfants qui ont des troubles moteurs, des troubles de l'apprentissage. Je représente Labo RNP. Labo RNP, c'est une formation. On forme des kinés, des ostéopathes, des coachs sportifs, des psychomotriciens, ergothérapeutes, psychologues, orthoptistes, etc. à l'amélioration du mouvement et l'optimisation de la performance via le système nerveux. Donc on s'intéresse aux différents systèmes sensoriels pour améliorer la motricité et la performance. Romain Cacevenda, qui est tout à droite par rapport à vous, il est préparateur physique. Romain, c'est un magicien de la préparation physique. Tous les athlètes qu'il a, ils vont aller faire des médailles nationales et internationales. Ça fait à peu près 15 ans qu'il est préparateur physique. Il a cumulé plus de 410 médailles nationales et internationales avec ses athlètes. Sébastien Zimmer, préparateur physique à la base aussi, il s'est plutôt reconverti vers l'aspect cognitif avec les entreprises et les entrepreneurs, tout ce qui est amélioration de la concentration, de la mémoire. Et il a travaillé pendant quelques années avec un laboratoire de neurosciences à Lausanne. Et puis Adrien Chartier, c'est moi-même, vous m'avez entendu. Je vous remercie pour votre écoute. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Et je vous ai laissé un petit QR code si vous voulez mieux comprendre comment on est venu impacter autour des systèmes sensoriels pour améliorer la motricité chez les enfants. Merci à vous. Et si vous avez des questions, je suis tout oui. Sur une école simple, vous n'avez pas testé sur une autre classe témoin, c'est-à-dire que vous ne faites pas les tests et ce que ça donne. Parce que là, en fait, c'est quand même une classe qui est un peu différente. Donc, c'est des gens qui bougent beaucoup, donc ça n'a rien à voir avec une classe normale. Et du coup, savoir, est-ce qu'avec une classe témoin, sans faire les tests, vous n'avez pas les mêmes résultats? Ça aurait été intéressant de voir, est-ce que... Oui, effectivement. On s'est posé la question après coup. On avait déjà commencé, mais bon, ça sera peut-être pour une prochaine cohorte. Et pourquoi, excusez-moi, Bien sûr. vous ne testez pas les yeux ni les pieds de ces enfants? On aurait pu. Ouais. Là, l'objectif, c'était de vraiment venir voir s'il y avait une corrélation entre le système vestibulaire et les compétences académiques. Okay. Et on pourrait éventuellement faire plus tard au niveau des yeux, parce que de toute façon, on connaît l'impact et la relation qu'il y a entre les yeux et le système vestibulaire. Donc ça pourrait être très intéressant de le mettre en pratique. Et voilà, on s'est limité. Pardon, excusez-moi encore. Et du coup, vous avez dit, justement, sur la torsion, c'était des élèves de... Alors, C1, c'est quoi? Moins de 7 ans, je crois, c'est ça? Oui, exactement. Et probablement, comme vous êtes posturologue, vous avez dû voir les études de Christine Assayante. Elle disait que les enfants en dessous de 7 ans étaient articulés tête-tronc. Donc, c'est-à-dire, enfin, plutôt bloc tête-tronc. Ça veut dire que quand ils tournent les épaules à droite, enfin, la tête à droite, il y a les épaules aussi qui tournaient. Donc c'est pour ça que là, ouais, c'est ce qui s'est passé. Donc est-ce que c'est positif, négatif? C'est pour ça qu'on est venu tester plusieurs choses et pas que ce réflexe qui est une des composantes des différents tests qu'on a fait. On a fait un test de marche en équilibre où la tête elle reste quand même rectiligne et il se déplace dans l'espace. Et après les différents tests où soit ils vont tester les canaux antéro-postérieurs, soit les canaux circulaires horizontaux gauche-droite. Et après, on avait des enfants qui allaient jusqu'à 9 ans, de 6 à 9 ans. Okay. CP, CE1, CE2, ça allait de 6 à 9 ans. Et ils ne tournaient pas? Non, ils ne tournaient pas complètement. Il y en avait peut-être un ou deux qui tournaient complètement. Okay. Et après, ce sont des données, des fois, qu'on soustrait à la fin de l'étude pour pas que ça vienne biaiser l'étude. Okay. Voilà. Il y a d'autres questions ? Pour rebondir sur justement ce qu'il expliquait sur le développement cérébral en fonction de l'âge, ça vous est pas non plus. Est-ce que ça vous intéresse de faire ça chez l'adulte, 30, 40 ans peut-être, et après chez la personne âgée, c'est-à-dire à partir de 60 ans à 70? Parce qu'en fait, ça pourrait vous donner d'autres axes de travail et c'est très intéressant. Et alors. Également, essayer de valider effectivement la bonne fonction de la rotation cervicale et aussi essayer de vérifier également la bonne fonction de l'état visuel qui est vraiment corrélé
à votre système. Mais c'est très intéressant. Mais ce qui serait intéressant, c'est de le faire chez les enfants qui ont des problèmes, c'est bien. Et ce qui pourrait être intéressant pour vous, c'est de continuer et d'aller chercher vers d'autres populations. Puisqu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont de vertige. Et il y a beaucoup de choses qui se font, qui se disent, et qui se disent plus maintenant. En fait, c'est un endroit où vraiment il y a du travail à faire, notamment sur les vertiges paroxystiques qui sont soignés par du tanganine depuis des années et qui n'ont aucun effet. Ou en kinésithérapie justement vestibulaire, on fait d'autres choses. Et vous, vos études pourraient être très intéressantes là-dedans. Oui, effectivement. Puis il y a des études qui le montrent. Tout ce que vous dites. Donc ça pourrait être intéressant d'aller chercher différents publics. Nous, ce qui nous intéressait déjà, c'était de voir. On a tendance à dire que les réflexes archaïques, à partir de l'âge de 3 ans, normalement, ils sont intégrés. On s'aperçoit, il y a déjà des études qui l'avaient montré qu'on peut avoir un réflexe archaïque toute sa vie et que ça n'ait aucune incidence posturale, motrice ou quoi que ce soit. Mais on s'aperçoit là, chez les enfants, jusqu'à 9 ans, que ces réflexes archaïques, ils sont quand même bien encore actifs. Et on s'aperçoit dans plusieurs littératures au niveau du système vestibulaire que chez les personnes âgées, il y a vraiment un gros déclin vestibulaire et qu'il y a un gros déclin cognitif aussi qui se corrèle. Donc ça pourrait être vraiment intéressant de le faire aussi. Des fois, on manque de temps et de moyens. Parce que si vous connaissez le prix d'une étude et les outils que ça demande et le temps que ça demande, c'est compliqué. Mais éventuellement, on est des grands curieux. Les prochaines études qu'on va lancer, ça sera plus sur des problématiques liées à la kinésithérapie, retour post-LCA et problématiques complexes au niveau du dos, du rachis. Donc, mais peut-être un jour on reviendra là-dessus. Merci. Oui ? La gentille dame au micro arrive. Elle fait ses 10 000 pas là, dans la journée, c'est sûr. J'ai eu l'occasion de travailler pendant quelques années avec des déficients intellectuels au niveau sportif, d'accord ? Effectivement, avec des gros troubles d'équilibre globalement statiques, c'était en ski de fond, hein, d'accord ? Et finalement, je me suis aperçue qu'ils étaient performants dans l'utilisation de ce déséquilibre perpétuel. Est-ce qu'en corrigeant ces troubles, on améliore réellement leur performance ou est-ce qu'on les perturbe ? Alors je pense que le cerveau, il sait très bien s'organiser autour de ces déséquilibres. Le problème, c'est qu'on pourrait toujours se poser la question de quelles vont être les tensions à long terme si on ne vient pas corriger ce déséquilibre. On se pose tous ces questions. Et l'avantage, c'est que Julie Bastière, qui est docteur justement sur l'étude, quand elle a fait sa thèse sur les footballeurs, elle s'est aperçue que quand il y avait des déséquilibres vestibulaires notamment, déjà si on les améliorait, ça n'enlevait rien à la performance. Mais par contre, quand ils venaient travailler sur ces problématiques de réflexes archaïques, ils s'apercevaient qu'ils réduisaient par 2 le temps de retour de blessure. Donc on peut toujours se poser cette question, qui est très intéressante. Il faudrait tester. C'est une belle hypothèse. Bonjour, je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que vous dites, par rapport aux stratégies de compensation. Ça, vous le savez très bien. Donc, c'est l'équilibre, c'est l'appui, les yeux, le système vestibulaire. Et puis, le corps est tellement bien fait qu'il y a toujours une compensation par un système plus qu'un autre dès qu'il y a une défaillance quelconque. Et c'est un peu, moi j'avais fait il y a très longtemps de la rééducation vestibulaire et les profs, les ORL qui nous formaient nous disaient toujours, il y a l'exemple du serveur avec le plateau qui vient. Jamais vous aidez un serveur en lui prenant un truc, en lui posant un truc. Voilà, donc c'est dès que le corps trouve son équilibre, c'est très compliqué après. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut tester à chaque fois. Voilà. Et je voulais vous faire une proposition, mais ça vraiment à titre... Peut-être c'est pas le moment de le dire en public, mais je vous le dis quand même. Je suis formée, moi je suis une grande passionnée des neurosciences. Donc après que j'ai fait kiné, j'ai fait ensuite un master en ingénierie de santé, et puis j'ai fait tout ce qui est thérapie intégrative, comme on dit maintenant, donc l'hypnose, la sophro, c'est des choses que j'enseigne à des médecins, à des kinés. Et je me passionne depuis quelque temps déjà à tout ce qui est technique d'apprentissage, donc la lecture rapide, le mind mapping, la gestion de temps, de mémorisation. Donc vraiment pour des associations comme ça, je garde un peu de temps pour ce genre de choses, c'est avec plaisir. Je pourrais passer, vous donner mon coordonnées. Ben, super, je pense que ça intéressera beaucoup l'association Typique Atypique. Après moi je suis à Paris, donc on verra. C'est une association nationale, donc il n'y a pas de souci, mais on pourra en discuter après. Ouais. Avec grand plaisir, merci. Et oui, forcément, le corps humain passe son temps à compenser. Il
y a toujours des systèmes sensoriels qui vont venir des fois recalibrer d'autres. Mais le problème, c'est quand les systèmes sensoriels n'arrivent pas à concorder ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Donc par exemple, le système visuel et le système vestibulaire n'ont pas les bonnes informations qui arrivent en même temps. Pourtant, on ne va pas déceler de problématiques à première vue. Et ça peut faire tout ce qui est trouble des transports, etc. Donc l'objectif, c'est après leur réapprendre aussi à travailler ensemble. Et donc il n'y a jamais un capteur qui va être dominant. C'est surtout une espèce de domino qu'il va falloir mettre en place ensemble pour tout retravailler. Moi, j'ai juste une petite réflexion. On travaillait avec un médecin pédiatre avec des enfants donc, qui avaient beaucoup de troubles cognitifs. Et il remarquait simplement que chez ces enfants-là, il y avait plus de scoliose idiopathique que dans la population des enfants lambda. Et je ne sais pas, est-ce que c'est... On peut dire que s'il y a des troubles de l'équilibre, ça peut... Peut-être. Est-ce que le rachis prend s'adapte en fait aussi comme ça Ça sera plus compliqué. Moi, je n'ai pas cette observe-là. Je ne suis pas thérapeute. Et je laisse les observations aux professionnels adéquats. Mais on peut se poser la question, c'est possible. Et qu'est-ce que vous faites dans votre formation? L'objectif, on vient étudier le système nerveux dans son ensemble, donc les différents capteurs sensoriels. Donc on va regarder comment ces capteurs sensoriels se développent, comment on peut pouvoir aussi les réintégrer. Donc on va parler des systèmes visuels, systèmes vestibulaires, tout ce qui est somesthésique, donc les capteurs tactiles, les capteurs proprioceptifs. Donc il y a une quinzaine de capteurs, de récepteurs somesthésiques. Donc on apprend à les tester de manière plus ou moins séparée pour pouvoir voir justement là où il y a une problématique et pouvoir travailler de manière spécifique dessus. On vient regarder aussi les différents réflexes archaïques et faire le lien entre les réflexes archaïques et ces systèmes sensoriels. Parce que chaque réflexe archaïque, finalement, un réflexe archaïque, c'est un système sensoriel qui est défaillant et qui va entraîner une réponse automatique. Donc l'objectif, c'est de retravailler les systèmes sensoriels de base pour pouvoir permettre à la personne de mieux bouger. Et donc on vient travailler autour de la modulation de la boucle sensorimotrice, donc notre corps, comment il perçoit, comment il agit, pour venir aider les gens à mieux bouger, à mieux performer si c'est un sportif, ou mieux performer à l'école si c'est un enfant. On parle, on en parle. On parle aussi, tous les capteurs posturaux sont importants. Après, on sait aussi rester à notre place. L'objectif, c'est quand même essayer de donner la meilleure carte d'identité de la personne qui est en face de nous pour pouvoir soit nous mettre en place un travail qui peut être intéressant, soit travailler avec des partenariats. Parce que je pense qu'il n'y a jamais un seul problème, c'est toujours plurifactoriel les problématiques chez les gens. Et alors là, on était sur une étude scolaire. En réalité, quand les gens viennent en bilan et qu'on a des enfants avec des problématiques comme ça, si on a des grosses problématiques vestibulaires, c'est kiné-vestibulaire, ORL. S'il y a des grosses problématiques au niveau de la mâchoire, et on en a beaucoup chez les enfants, surtout quand ils ont des troubles des apprentissages, kiné maxillofacial, et c'est compliqué. Formez-vous en maxillofacial les kinés, parce que c'est très compliqué d'en trouver des kinés maxillofaciales. Donc on les envoie faire ça, on les envoie chez les dentistes. Alors, moi j'ai la chance dans mon entourage d'avoir 3 dentistes posturologues à moins d'1 heure de route. Je suis pas loin de Strasbourg. Et donc ça aide. Mais l'objectif, voilà, c'est d'amener les gens à avoir une autre lecture des personnes qu'ils ont en face d'eux, d'avoir une carte d'identité bien complète et de se dire, ok, moi je peux intervenir là-dessus, mais je sais que je peux travailler aussi sur ces capteurs-là. Et on va demander aux personnes de tout faire, parce que en réalité, s'ils prennent juste un problème, puis dans 6 mois un autre problème, on risque de rallonger déjà le temps de réhabilitation, de retour de blessure, mais en plus de ça, on risque des fois de passer à côté de choses qui pourraient nous aider réellement. Je peux vous donner un exemple, parce que je crois que j'ai le temps. Moi, je suis une sportive de haut niveau en escrime. Et elle vient me voir, elle me dit, mais moi, à chaque fois que je fais une fente, je perds en tonicité. Moi, ça me fait penser, forcément, il y a de la proprioception, mais ça me fait penser au système vestibulaire. Parce que quand j'active le système vestibulaire d'un côté, normalement, je suis censé avoir plus de tonus. C'est un système de push-pull, le système vestibulaire. Et elle perd en tonus. Donc je me dis, il y a peut-être un déficit vestibulaire. En plus, elle me dit, mon préparateur physique, il me fait des exercices neurocognitifs. Vous savez, avec des balles, comme on voit un peu sur Internet. Il lui lance des balles dans tous les sens. Et elle essaie de les rattraper, à gauche, à droite, en se retournant, etc. Le problème, c'est que quand elle fait ça, elle me dit, elle avait fait ça une première fois un samedi. Le dimanche, elle avait une compétition et elle m'avait dit, migraine, je voyais des points devant moi, etc. Donc là, on se dit, red flag. Ça commence à être compliqué au niveau vestibulaire, on va voir le kiné vestibulaire. Le kiné vestibulaire qu'elle voit lui dit, red flag, on va à la clinique vestibulaire à Strasbourg, aux hôpitaux universitaires,
qui lui disent « Ouh, red flag, je pense que finalement, il y a une problématique au niveau des artères et une problématique de circulation sanguine. » Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir la meilleure cartographie possible pour pouvoir remettre la personne dans le bon parcours et qu'on puisse répondre à ces problématiques. Et juste pas se figer sur « Ah, c'est du vestibulaire, je suis sûr que c'est du vestibulaire », alors qu'en réalité, ça peut être tellement d'autres problématiques liées. Comment on fait pour trouver le dentiste? Il faut avoir un bon réseau. Des fois, c'est compliqué. Moi, quand j'ai commencé, il y a plus de 10 ans, quand j'ai commencé à faire mes premiers bilans en posturologie, les médecins se foutaient de moi. Et les gens me disaient, je suis allé chez mon médecin avec le bilan que je leur remettais. Et ils disent, c'est quoi la posturologie? On s'en fout. Les mêmes médecins maintenant m'envoient des gens. Je pense que déjà, il y a une relation. Ils voient peut-être aussi le fait qu'il y a des choses qui soient cohérentes. Et après, au fur et à mesure, je suis allé contacter plein de professionnels autour de chez moi, un kiné maxillofacial, un kiné vestibulaire. Et comme j'ai des gens qui viennent 1 heure autour de chez moi, il a fallu que j'aille aussi dans les grandes villes à côté de chez moi pour contacter ces professionnels-là. Il y a des fois des gens avec qui ça match, des fois ça ne match pas, mais bon, en attendant, on essaie de les envoyer vers quelqu'un de compétent et on voit comment ça se passe. C'est au fur et à mesure qu'on fait ses armes. Oui, alors les dentistes, c'est cher. Ça, c'est sûr que quand il y a des problématiques au niveau des ATM, le dentiste, c'est super cher. Les hôpitaux universitaires permettent de combler cette problématique d'argent. Alors, c'est un peu moins cher, ça coûte quand même un peu d'argent, mais c'est moins cher et les jeunes dentistes sont prêts à le faire. Ouais, mais bon. Entre un jeune dentiste en cours de formation qui est motivé et un ancien dentiste qui pense tout connaître et puis qui ne s'est pas remis à niveau depuis 10 ans. Donc voilà, faisons confiance à la jeunesse. Il n'y avait plus de questions? Je vous remercie pour votre écoute. Ah si, il y a encore une question. Bon, c'était pas une question, mais je peux vous dire en privé. Oui. Juste pour revenir sur la rééducation maxillofaciale, je pense, à mon avis, parce que moi je fais beaucoup de kiné respiratoire, je faisais beaucoup de kiné respiratoire, et naturellement, je me suis formée aussi aux thérapies myofonctionnelles. Pas maxillofacial spécialement, parce que l'idée initialement c'était le travail du souffle, etc. Et puis par la force des choses, on est confronté aussi à des patients qui ont des apnées du sommeil et donc qui ont forcément des troubles myofonctionnels. Et donc je me suis formée à ça par la force des choses. Et les Belges d'ailleurs sont très très forts là-dessus. Je suis partie là-bas pour me former pour ça. Et quand on voit le travail qu'on peut faire en myofonctionnel, ne serait-ce que sur le placement de la langue, et qu'on voit après les patients, ce qu'ils gagnent, bien sûr, en qualité de vie, parce qu'ils sont plus observants par rapport à leur CPAP quand ils sont appareillés, etc., mais aussi sur les troubles de concentration. Et ça, c'est un vrai plus pour les patients. Après, ça, c'est une expérience. Je suis sûre qu'il y a des travaux. Moi, je ne me suis pas penchée là-dessus. Mais en tout cas, on le sait. Un placement de langue qui n'est pathologique, on va dire, une fois rééduqué, vous avez un vrai gain sur plein de choses au niveau cognitif. Des gens qui sont notamment très kinesthésiques, qu'on dit kinesthésiques, qui ne tiennent pas en place, qui ont besoin de faire les choses en bougeant, etc. Le fait de rééduquer justement ce placement de langue et rééquilibrer tous les muscles de la face du cou, les aide énormément, quoi. Donc c'est pour ça que c'est très important dans nos métiers d'avoir cette idée intégrative du patient et de ne pas rester sur le problème, le membre, la pathologie, d'avoir cette vision et de travailler ensemble en réseau et avoir cette bonne intelligence de s'envoyer les uns vers les autres compétences, quoi. Tout à fait. Et oui, la littérature sur justement le placement de la langue, la respiration, le sommeil et la concentration. Et c'est des problématiques qu'on voit énormément chez les enfants qui ont des troubles de déficit de l'attention avec hyperactivité, qui ont des grosses difficultés de sommeil. Et souvent, ces mêmes enfants, ils ont des grosses problématiques au niveau des ATM, de la conscience de la position de leur langue dans la bouche. Et c'est très sous-diagnostiqué. Oui. C'est sous-diagnostiqué. Et quand on en parle, on n'est encore pas très bien. Moi, je l'ai fait au congrès du sommeil il y a 3 ans, donc le congrès de l'association du sommeil. Et quand je le présente à des médecins, ils peinent à croire que voilà. Et j'ai eu une expérience il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, au collège de mon fils, un enfant dont tout le monde se plaint.
Et j'étais parent délégué, donc j'ai assisté, c'était le hasard. Et oui, il ne tient pas en place, il dort en cours, etc. Et j'ai gentiment proposé en disant, ben voilà, allez-y voir un somnologue, j'en connais quelques-uns, allez voir, etc. Et au fait, c'était de l'apnée du sommeil qui était sous-diagnostiquée, une langue mal placée. Et ça, c'est un travail d'opinion, de grand public, il faut vraiment faire ça, c'est important. Ça fait partie justement des choses Ça que se fait, je mais mets en pas place. assez. Je recommande très Ouais. souvent d'aller voir des cliniques du sommeil quand il y a des problématiques. Ah ouais. Bon, il faut y penser. Il faut le faire dans les écoles aussi. Oui. En parler dans les écoles. On espère que ça se C'est un autre propagera. sujet. Merci beaucoup. Je vous remercie. Passez une bonne journée et puis un bon salon.